Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis ravie et honorée d'introduire ce soir l'inauguration de l'exposition Mots et mots de femmes qui, vous l'avez vu ou le verrez, se saisit tout à la fois avec talent, cran et poigne du sujet grave, beaucoup trop grave, qu'est celui des coups, des violences faites aux femmes. Des violences qui, à l'évidence, ne datent pas d'hier, puisque les femmes n'ont eu de cesse au cours de l'histoire, et je ne vous referai pas toute l'histoire, d'être l'objet de considérations minoratives, dévalorisantes, sexe faible, deuxième sexe, autre, entre autres. Et, ne nous y trompons pas, écrit Simone de Beauvoir, dire que la femme était l'autre, c'est dire qu'il n'existait pas entre les sexes un rapport de réciprocité. Non seulement les sexes sont différenciés, mais ils sont hiérarchisés. Et en effet, les faits parlent d'eux-mêmes. De tout temps, partout, ou presque, les sociétés fonctionnent et l'humanité se pense à travers un ordre hiérarchique symbolique. Ce que la sociologue Françoise Héritier, dont nous avons beaucoup hérité d'ailleurs, appelle une valence différentielle des sexes, dont la violence est d'attribuer un rôle supérieur aux hommes, ce qui les contraint d'ailleurs au mythe de l'homme fort, et un rôle inférieur aux femmes. Le sexe second, à tous égards, fait pour se tenir à l'écart et au second plan, comme l'écrivait élégamment le gentleman philosophe Schopenhauer dans son essai sur les femmes. Un essai plus remarqué que remarquable, je me permets pour le coup. Reprenons, sexe second, la femme est historiquement sexe faible, que ce soit physiquement ou intellectuellement. Sexe faible pour lequel, et là est tout le problème, la plupart avaient ou ont un faible. À ce titre, Rousseau écrit, et ça devrait vous plaire, la femme est faite pour plaire et pour être subjuguée. Elle doit se rendre agréable à l'homme au lieu de le provoquer. Sa violence, à elle, est dans ses charmes. Charmant. Voici un extrait de l'ouvrage Émile ou de l'éducation, ça promet. Voilà plus globalement, et en quelques mots, les mots dont on hérite. Et je pourrais vous citer 1001 passages sexistes et même misogynes, tant l'histoire en est garnie, religion, mythologie, philosophie, littérature. Tant l'histoire n'a cessé de réduire les femmes à leur corps et de les cantonner à un rôle prescrit. Plaire, satisfaire, tenir un foyer, porter des enfants, les élever. Autrement dit, le féminin porte et le masculin l'emporte. Il fait quelque chose. Des rôles prescrits quand tant d'autres leur étaient et leur sont encore proscrits dans certains pays. Conduire, voter, travailler. La plupart du temps, vous remarquerez des activités extérieures, car traditionnellement, on le sait, l'espace prescrit pour les femmes est l'intérieur. D'ailleurs, il ne devrait y avoir que des femmes d'intérieur. Se rêvait à penser Schopenhauer, appliqué au ménage et des jeunes filles aspirant à le devenir, et que l'on formerait non à l'arrogance, mais au travail et à la soumission. Ben voyons, arrogance, soumission, comment ne pas entendre les violences que cela sous-tend. En résumé, une femme doit se tenir, double sens du terme, faire œuvre de bonne conduite, le tout légitimé par une morale de la tradition et de l'autorité, dont il est difficile encore aujourd'hui, même dans les sphères les plus libertaires, de se défaire, de s'extraire. Une femme ne devrait pas faire ou dire cela. Elle devrait se faire discrète et même se taire, comme c'est encore le cas en certains lieux autoritaires. Bref, bien se comporter au risque d'être rejetée, exclue, ou pire, punie, maltraitée, battue, forcée. Songez au mariage et aux grossesses auxquelles sont contraintes certaines femmes, aux agressions sexuelles, à la prostitution, à l'esclavage, aux mutilations intimes, génitales, à la lapidation, aux défigurations, apogée sanglant des violences faites aux femmes. Des violences donc aux multiples visages. Elles, tantôt collectives, tantôt individuelles, tantôt récurrentes, persécutives, tantôt ponctuelles, ma foi,
parfois ça arrive. Toujours traumatique, toujours symptomatique d'un ordre symbolique qui dévalue les femmes, d'une mainmise masculine qui les chosifie. Objets, trophées, dont on pourrait s'approprier la vie, l'envie, et qui, sans complexe, d'hier à aujourd'hui, des mythes antiques à la réalité de certaines pratiques, cultivent, banalisent les violences faites aux femmes. Une culture et une banalité du mal qui n'existeraient pas sans une certaine bestialité humaine, qui bout de l'intérieur de coups à portée, de brutalité. À ce titre, dans son célèbre ouvrage au titre évocateur, La bête humaine, et pour rentrer un peu plus dans le cœur du sujet de cette exposition, le corps meurtri et la pulsion meurtrière qui le brise, le casse, le démolit, Zola décrit longuement et minutieusement une scène obscène de violence conjugale. Roubaud, agacé du retard de sa femme, rumine et s'interroge. Où peut-elle bien être ? Un flot de sang montait à son crâne. Elle rentre enfin. Il passe à table, il la cuisine, l'interroge. Puis il tente une approche, elle se refuse, s'ensuit un échange qui le rend fou de jalousie. Il est question d'une bague, d'un viol, qu'elle aurait subi plus jeune par celui qui aujourd'hui est devenu son protecteur, un comble. Il bout, ne le supporte pas, la garce, l'attrape, la jette d'une secousse en travers du lit et la tape des 2 poings au hasard. Elle se débat, mais chaque fois qu'elle fait un effort pour se redresser, il la rejette sur le carreau d'un autre coup. Point, j'en resterai là, après quoi Zola précise, du lit où elle restait assise, Séverine le suivait toujours de ses grands yeux. Il l'apitoyait, déjà, par la douleur démesurée où elle le voyait. Les gros mots, les coups, elle les aurait excusés si cet emportement fou lui avait laissé moins de surprise. Une surprise dont elle ne revenait pas encore. Pour autant, bien que choquée, le regard hagard, elle prendra ses affaires et partira avec lui à la gare. Presque comme si de rien n'était. Après tout, elle n'était pas morte non plus. Alors, elle se tue. Un silence fracassant, si difficile à briser pour les victimes de violences, qui plus est conjugale. Soit en raison de la honte, de la culpabilité, de l'emprise, de la dépendance affective, économique, administrative. Des dépendances qui représentent, à n'en pas douter, des facteurs d'aggravation des violences. Parmi les plus frappants, le faible niveau de revenus, de scolarité, le chômage, le jeune âge, le handicap, sans oublier que toutes les femmes demeurent concernées. Car les violences résultent avant tout d'une combinaison tragique de facteurs, à la fois individuels, relationnels, communautaires et sociétaux, identifiés et mis en lumière particulièrement depuis les années 90, où le sujet de la violence, longtemps passé sous silence, devient l'objet d'études précises, précieuses, d'enquêtes et de données chiffrées. Dès lors, les souffrances sont plus palpables, concrètes, réelles, et les chiffres font froid dans le dos. En moyenne, en France, ce sont chaque année 220 000 femmes victimes de violences conjugales. Et un décès tous les 3 jours. Sidérant. Glaçant. À noter que l'on parle essentiellement de violences faites aux femmes car ce sont elles les premières victimes de violences conjugales. Pour en prendre la mesure, en 2020, 82% des morts au sein du couple étaient des femmes. Et dans le monde, en 2020, ce sont globalement 80 000 femmes ou filles qui ont été tuées, 58% par un partenaire intime ou un membre de la famille, soit, et il vaut mieux être bien assis, une femme ou une fille tuée toutes les 11 minutes. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais il y a de quoi rester sans voix, sans mots, silencieux à notre tour. 1 minute au moins, 1 minute de silence, après quoi il faut reprendre son souffle et j'oserais dire faire du bruit. Non seulement pour libérer la parole des femmes, mais pour l'écouter,
l'entendre sans attendre, attendre, sans saisir, agir pour éviter le pire. Car combien de femmes qui ont parlé n'ont pas été entendues? Combien de mots dits n'ont pas suffi à en éviter des mots? Maudits préjugés, laxisme, mécompréhension, déconsidération. Déconsidération. Le pouvoir des mots. Pourtant, la crise du Covid-19 a remis le sujet sur la table. Confinées, les violences contre les femmes se sont intensifiées partout à travers le monde. Pour y faire face, un Grenelle contre les violences conjugales s'est même ouvert le 3 septembre 2019. On a délivré davantage d'ordonnances de protection, ouvert des points d'accueil dans des centres commerciaux, des pharmacies. Et depuis le 30 août 2021, le numéro d'écoute anonyme 39 et gratuit 3919 a été rendu accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, concrétisant ainsi l'engagement pris par le gouvernement. Sa mission, écouter, informer, orienter les femmes victimes de violences ainsi que ceux qui en sont témoins, traiter les violences physiques, verbales ou psychologiques à la maison comme au travail, quelles qu'elles soient, harcèlement, viol, blessures, coups, etc. Bref, on ouvre les yeux et on tend l'oreille. Pour autant, 80% des plaintes pour violences conjugales sont encore classées sans suite, et notamment en ce qui concerne les violences psychologiques, audibles mais invisibles, imperceptibles après coup. Voilà qui coupe court au parcours du combattant que cela exige, car il en faut du courage. Déjà pour venir en parler, dénoncer et ne pas abandonner par la suite si cela reste sans suite. C'est pourquoi nombreuses sont les associations à appeler un programme de formation nationale relatif aux violences faites aux femmes. Et évoquer cela, le rôle de l'État, me renvoie à une phrase malheureuse de Charles de Gaulle en 1967, alors président de la République, qui répondait à l'un de ses conseillers venu lui suggérer la création d'un ministère dédié aux femmes. Un ministère de la condition féminine? Et pourquoi pas un secrétariat du tricot? Charmant. Il y avait encore du boulot. Heureusement, les temps ont évolué et le ministère délégué aux droits de la femme a été créé en 1981 par François Mitterrand. Et dès 2017, Emmanuel Macron faisait de l'égalité des sexes la grande cause du quinquennat, dont le premier pilier était les violences faites aux femmes. Globalement, les associations estiment que l'on a trop peu causé du sujet pour que cela soit vraiment le cas. Et que les moyens justement alloués n'ont pas été au rendez-vous malheureusement. Parmi les mesures renforcées, on peut néanmoins évoquer la mise en place d'un fichier des délinquants sexuels, l'encadrement de la médiation familiale, la levée du secret médical, l'expérimentation et l'élargissement du bracelet anti-rapprochement. Le tout étant bien évidemment d'améliorer encore et toujours la protection des victimes, de limiter leurs maux. Peut-être également, et je terminerai par cela, en entreprenant une meilleure définition des mots. Car pour lutter contre les mots, M-A-U-X, ça passe par les mots M-O-T-S, leur définition. C'est quoi l'emprise? C'est quoi la violence? Eh bien la violence, c'est un mot qui, comme violent, violer, dérive du latin vis, qui signifie force en action, force exercée contre quelqu'un. Autrement dit, la violence, c'est un fait. Des effets. C'est aussi ce qu'on en fait. La façon dont on la conçoit, la pense, la juge, la voit ou ne la voit pas. Car le concept même de violence suppose la référence à des normes, à des règles qui peuvent différer, évoluer d'une époque à une autre, d'une culture à une autre, d'une société à une autre, d'une personne à une autre. D'ailleurs, longtemps, la tradition philosophique s'est interrogée sur l'origine même de la violence. Alors qu'elle est naturelle pour certains, comme Machiavel, Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Pour d'autres, comme Rousseau ou Marx, elle provient de l'organisation sociale.
Personnellement, je l'ai évoqué, je crois profondément que les violences faites aux femmes, au corps des femmes, font étroitement corps avec notre société et plus encore avec notre histoire. Une histoire, un mythe, pourrions-nous dire, sexiste, qui s'est incorporé à notre patrimoine collectif depuis le début. D'ailleurs, on dit que les histoires d'amour finissent mal en général. Je serais tentée de dire que ça commençait mal. Mal, double sens du terme. Puisque dès le départ, la différence entre les sexes a engendré, et je l'ai également évoqué, certaines formes de violence. Autrement dit, le différent a engendré des différents. C'est peut-être aussi pourquoi, de nos jours, certains, certaines, ils, elles, elles, espèrent gommer les différences et les violences associées. Rose pour les filles, bleu pour les garçons. Bleu pour les garçons. Il y avait un truc quand même. En promouvant quoi? Eh bien l'absence de genre, la non-binarité, le même. Même. On est à M la plagne, il y a quelque chose, plutôt que le différent, différent. Le pouvoir des mots, peut-être. Bref, pour en dire un dernier de mots, conclure ou plutôt ouvrir. Comment ne pas encourager toujours plus à l'ouvrir, justement. Parler pour faire entendre les différents, les violences, sans pour autant nier les différences et leur richesse. Puisque s'il y a de fait ce dont on hérite, il y a aussi ce qu'on en fait, ce qu'on mérite. Alors, soyons dignes du combat contre les violences faites aux femmes, engageons-nous contre les mots, que ce ne soit pas que des mots, car nul engagement, là où le langage ment. Alors, merci pour cette exposition, pour ce langage artistique. Merci à la communauté de communes des Versants d'Aisne, représentée par Lucien Spigarelli et Marie Martineau, de s'engager et de combattre par l'art le con qui bat et de si bien traiter le sujet des maltraités. Merci. Vous félicitez. Par moments, je vous assure que c'est vrai, j'avais l'impression de réécouter le grand Raymond Devos. Bravo.